L'histoire commence avec les héros sur le corps du protagoniste qui se sent très mal après un combat contre un énorme dragon. La jeune fille souffre beaucoup car elle est gravement blessée, tandis que ses alliés affirment que le taux d'infection est trop élevé et que si son corps commence à se décomposer, il sera impossible de la ressusciter. Le but de leur escouade est d'exterminer Kunterna, un dragon démoniaque qui a perturbé l'ordre du monde. Les guerriers qui ont combattu ce dragon étaient de grands guerriers venus de différents mondes et dimensions. Ces héros étaient Anya, Jamil, Gédor et Zéphyr. L'un des guerriers roux en pleurs a promis de ne jamais oublier le noble sacrifice du protagoniste, ce à quoi un homme aux longs cheveux blancs, ressemblant beaucoup à un elfe, a déclaré que de telles choses ne devaient être dites qu'une fois que ses yeux seraient fermés à jamais. Le leader de toute cette entreprise, le héros de ces temps difficiles, et le plus fort pour unir entièrement le monde et les dimensions, c'est Elkinas. À la tête d'une escouade, il menait toujours les niveaux les plus bas de la caverne des démons, bien, et au moment où il était sur le point de donner un coup décisif au dragon démon. Ce dragon a utilisé sa capacité appelée souffle de dragon. La protagoniste nommée Arène, n'ayant pas le temps de réfléchir, elle repousse immédiatement Elkinas et absorbe la sphère d'haleine. Le souffle de ce démon est un gaz Zaptaya toxique qui existe sous forme de petites sphères avant de se transformer en état gazeux, ce qui signifie qu'à ce moment-là, vous pouvez vous défendre contre lui avec la moindre perte. Je veux dire qu'il est possible de sauver toutes les vies en sacrifiant une seule personne, et la protagoniste a décidé de se sacrifier. Elle demanda à Zéphyr si le dragon était toujours vivant, ce à quoi Jamil répondit en pleurant que c'était naturel, et elle se sacrifia simplement en silence. Ce à quoi Arène a répondu qu'elle n'avait pas eu le temps de créer un compte de défense et qu'elle aurait dû faire quelque chose pour empêcher le dragon de s'occuper d'eux tous. En voyant Jamil pleurer, la protagoniste lui a demandé de se calmer. Elle a également remarqué qu'elle voyait moins bien, ce qui signifie que le poison semble avoir déjà affecté sa vue, car auparavant les visages des hommes étaient clairs, et maintenant elle ne peut plus rien voir du tout. Au bout de quelques secondes, elle a également senti que sa sensibilité avait disparu et qu'elle ne ressentait plus aucune douleur. À ce moment-là, Elkinas a commencé à s'approcher lentement de la protagoniste, en disant qu'il voulait regarder une dernière fois son joli visage. Elle ne pensait pas qu'au moment de sa mort, elle serait de bonne humeur et si heureuse, et ses dernières paroles étaient qu'elle pensait que tout le monde devrait vivre une bonne vie. Ce sont les derniers moments de sa vie qui sont restés dans la mémoire d'Arène. Soudain, elle se réveille dans un endroit complètement différent, dans un état normal, allongée tranquillement sur l'herbe douce et profitant de la vie. Elle était complètement perdue et ne comprenait pas comment elle avait pu se réveiller dans ce corps, alors qu'elle se souvenait parfaitement d'avoir combattu le démon Kunterna. Et lors de sa dernière attaque, elle a été grièvement blessée et est morte, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait. Elle a également regardé sa main et a pensé que même si elle ne savait pas où elle se trouvait, elle pouvait clairement sentir l'énergie des esprits à cet endroit. Soudain, elle a regardé devant elle et a vu un arbre particulier et a immédiatement crié que c'était un arbre du monde, ce dont a convenu un homme qui s'est approché derrière elle. Cet homme s'est avéré être Zéphyr, un seigneur dragon, et il était très heureux de retrouver la jeune fille, car ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et 80 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, ce qui a beaucoup choqué Arène. En se dirigeant vers la maison, elle a dit que, compte tenu de ce que doit être un nid de dragon abandonné vieux de 80 ans, elle pouvait dire qu'il était très propre et confortable, comme si des gens vivaient déjà ici. Elle a également regardé Zéphyr et s'est rendu compte qu'il avait probablement encore des choses à régler dans ce monde, alors elle lui a demandé de lui expliquer ce qui s'était passé et ce qui se passait. Tenant la tasse dans ses mains, Zéphyr répondit qu'il avait caché son âme d'Antania à tout le monde dès qu'elle était décédée et que la sphère spirituelle était sortie de sa bouche. D'ailleurs, à ce moment-là, son âme était si heureuse et se préparait à aller dans le monde des morts. Sirotant son thé, il dit que c'est pour cela qu'il a décidé de prendre son âme. En entendant cela, Arène s'est mise en colère, a tapé du poing sur la table et lui a demandé qui il était pour aller à l'encontre des lois de la nature. Mais Zéphyr ne pensait qu'à aider son âme à trouver la paix sous l'arbre du monde qui protège le démon. D'ailleurs, il pense que le protagoniste en était digne. De plus, elle est la seule personne à qui les esprits ont accordé de l'amour, et le protagoniste estime que même si elle était une jeteuse de sorts,
ce fait ne lui donne pas le droit de reposer dans un tel endroit. Elle pense donc que Zéphyr, en tant que protectrice de l'arbre-monde, a violé un grand nombre de ses devoirs en l'amenant ici. Elle a regardé l'homme et l'a remercié, lui demandant comment elle était restée en vie à ce moment-là, ce qui ne surprenait plus vraiment Zéphyr, qui trouvait cela très étrange. L'arbre-monde exigea son sang, et il pensa que c'était le prix à payer pour qu'elle repose ici, alors il le donna, mais l'arbre commença à créer une sphère de branches et de feuilles dans sa couronne, puis enferma l'âme d'Aren dans ses bras, comme s'il allait la faire revivre. Au bout d'un certain temps, son corps a commencé à se former, et 80 ans plus tard, elle est née. L'homme a également ajouté que la jeune fille avait beaucoup changé depuis la dernière fois, et il lui a donc donné un petit miroir pour qu'elle puisse se regarder. En se regardant dans le miroir, Aren est en état de choc car elle ne se reconnaît même pas. Zéphyr lui demanda s'il pouvait appeler cela une expérience commune entre lui et l'arbre-monde, puisqu'ils avaient créé ce corps ensemble, et que l'expérience avait été très réussie. Il s'est soudain rendu compte que dans l'esprit des gens, il était le père d'Aren et que l'arbre-monde était sa mère. Alors il a dit que si le personnage principal le souhaitait, elle pouvait l'appeler papa. En entendant cela, le protagoniste a été scandalisé et a immédiatement jeté un miroir à la tête de Zéphyr, refusant l'offre. En regardant la jeune fille, Zéphyr voulait lui raconter brièvement ce qui s'était passé pendant qu'elle dormait. Et il décida donc de commencer son récit par Elkinas. Il a déclaré qu'Elkinas Pontiacsbred, étant le descendant d'une famille appartenant à une branche latérale de la famille impériale, et en possédant le cœur d'un dragon démoniaque après l'avoir tué, il s'est élevé au niveau d'un demi-dieu et a reçu la vie éternelle. Aren était dans un état de stupeur. C'est comme si elle ne comprenait pas pourquoi Zéphyr disait qu'Elkinas délirait, alors qu'en fait il allait parfaitement bien. L'homme lui répond que c'est parce que le guerrier a pris l'œuf du dragon démoniaque et qu'il s'en occupe. Elle ne comprend pas pourquoi personne ne l'a arrêté, puisqu'il s'agit de l'œuf de l'ennemi qu'ils combattent depuis si longtemps. Zéphyr a ajouté que tous ses camarades de combat, y compris lui, étaient contre. Mais Elkinas n'a écouté personne et n'a fait que ce qu'il voulait faire. Ils essayèrent par tous les moyens de dissuader le guerrier de cette entreprise et le supplièrent de se débarrasser de l'œuf de la créature démoniaque. De plus, lorsque le duc Pontiac commença à faire pression sur Elkinas, en utilisant le pouvoir de sa famille, le guerrier traita simplement avec le duc et devint le chef de la famille, ce duc étant son oncle dont ils étaient en quelque sorte issus. Et la 6e escouade de chevaliers envoyée en guise d'avertissement à l'empire de Denbin, patrie d'Elkinas, a été complètement détruite. Toutes ces informations donnaient mal à la tête à Aren, qui ne comprenait pas pourquoi un guerrier aussi puissant avait besoin d'un œuf de démon et pourquoi il avait l'intention d'élever des démons. À ce moment-là, Zéphyr dit d'une voix calme qu'il a deviné la raison de la guerre. Tout cela a un rapport avec les capacités de Counterpart qui transcendent le temps et l'espace. Elkinas veut aussi remonter le temps et changer les choses. Elle ne comprenait pas pourquoi il retournait à cette époque si paisible, et elle se demandait ce qu'il voulait changer. Zéphyr regarda Aren et lui répondit qu'il voulait sans doute changer sa mort, mais la jeune fille demanda aussitôt à l'homme de ne pas dire de bêtises, car cela n'avait aucun sens. D'ailleurs, tout le monde se prépare à mourir, donc on ne peut rien y faire. Et ça, même un enfant peut le comprendre. D'ailleurs, ils ont prêté serment avant la marche et se sont engagés à sacrifier leur vie si c'était nécessaire. Cependant, la protagoniste ne comprend pas pourquoi Jamil, qui est son très bon ami, et le voleur de Lego au paradis, est l'Elkinas bien-aimé. L'homme lui répondit qu'elle était décédée après avoir consacré sa vie à la gestion d'une organisation criminelle, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi Aren demandait de ses nouvelles. La jeune fille lui répond qu'elle et Jamil s'apprécient, ce qui signifie qu'Elkinas écoutera ses paroles et qu'elle est également très curieuse de savoir s'ils se sont mariés. Ce qui a un peu surpris l'homme, qui a répondu qu'il n'y avait pas eu de mariage, et la protagoniste a tout de suite compris qu'ils avaient probablement rompu, mais elle a dit qu'elle aurait fait la même chose si Elkinas avait fait une telle chose avec l'œuf de dragon. Cependant, en regardant l'expression du visage de Zéphyr, elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, et elle a demandé si Jamil et Elkinas sortaient vraiment ensemble. L'homme a répondu qu'il ne s'était rien passé entre eux, ce qui a surpris la protagoniste, car elle se souvient clairement que ces deux-là disparaissaient tous les soirs à l'entraînement et qu'Elkinas n'avait même pas eu peur de confier sa défense à Jamil.
Mais Zéphyr lui a immédiatement expliqué que ce n'était qu'un entraînement et qu'Elkinas la laisserait faire si elle le lui demandait. En fait, il était même prêt à confier sa vie à Arène. Soudain, le protagoniste se souvint que ces deux-là chuchotaient toujours à propos d'Alon et qu'à chaque fois, le visage d'Elkinas rougissait intensément. En entendant cela, l'elfe détourna le regard et répondit calmement qu'il ne pouvait pas lui en donner la raison. Et c'est à Elkinas de l'expliquer. Lorsque la protagoniste a vu Elkinas pour la première fois, il était le garçon le plus bas de leur village. Sa mère était herboriste et chaque fois qu'elle allait faire des courses avec elle, la protagoniste voyait Elkinas se faire battre. Un jour, la fille a décidé d'aider la guerre et a appelé les chevaliers pour qu'ils fassent peur aux brutes, ce qu'elle a fait bien sûr, et les brutes ont immédiatement commencé à s'enfuir. Mais il s'agissait en fait d'un grand canular pour tromper les tyrans et ils ont fini par y croire. S'approchant d'Elkinas et lui tendant la main, Arène lui demanda aussitôt s'il était gravement blessé et s'il voulait bien lui permettre de regarder son... Quand la fille l'a soigné avec ses herbes et l'a emmené dans la forêt où elle lui a fait découvrir des esprits qu'elle seule pouvait voir, c'est ainsi qu'il est devenu son meilleur ami. Ils allaient partout ensemble en se tenant la main. Arène ne se sentait jamais seule avec lui, mais un jour Elkinas a soudainement disparu. Selon les esprits, il serait un descendant du duc Pontiac. La prochaine fois qu'ils se sont rencontrés, c'était 12 ans plus tard, l'année suivant la mort de sa mère. Cette année-là, Arène a 22 ans. Alors que la protagoniste cueillait des herbes, Elkinas s'est approché d'elle et, après avoir enlevé sa capuche, il s'est immédiatement excusé pour son retard, expliquant qu'il voulait arriver plus tôt que prévu. Assis sur un rondin, les héros commencent à communiquer. Elkinas dit qu'il a fait de son mieux pour obtenir la reconnaissance de sa famille, mais la famille Pontiac non seulement ne l'a pas reconnu, mais a aussi essayé de le limiter en tout, de sorte qu'il n'a eu aucune chance de revenir. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a été un peu soulagée parce qu'elle pensait que cela signifiait qu'Elkinas pouvait rester ici, mais le type a immédiatement expliqué qu'il devrait de toute façon repartir parce qu'il a reçu l'ordre de capturer un dragon dans l'empire de Denbane, ce qui a terrifié le personnage principal qui ne comprenait pas comment il avait pu capturer seul un dragon démoniaque aussi gigantesque. Ce à quoi l'homme a répondu que c'était pour cela qu'il était venu la voir, avec l'espoir qu'un jour il se reverrait, et il a également promis qu'il resterait certainement en vie. Arène se leva brusquement et se pointa du doigt en disant qu'elle voulait l'accompagner car elle pouvait lui être utile puisqu'elle était lanceuse de sorts. D'ailleurs, avant que sa mère ne quitte ce monde, elle lui a parlé de ses capacités extraordinaires. S'approchant de la jeune fille et posant la main sur son épaule, le guerrier lui explique qu'il ne peut pas la mettre en danger et lui demande donc de l'attendre. Mais la protagoniste ne comprend pas comment cela peut être lié, car même si elle restait, cela ne garantirait pas sa sécurité. De plus, elle ne peut pas laisser Elkinas dans une situation aussi difficile, alors elle lui demande à nouveau de partir ensemble, et, de plus, elle n'a jamais eu d'autre ami que lui dans toute sa vie et elle ne veut pas laisser Elkinas partir si facilement. En regardant les beaux yeux du chevalier, la protagoniste a promis qu'elle ne deviendrait pas un fardeau pour lui, mais qu'elle marcherait à ses côtés et qu'elle gagnerait également en force. Il s'agenouille et déclare que, de toutes les personnes qu'il connaît, Arène est la plus gentille et la plus courageuse, et sa seule et unique amie. Embrassant sa main, il déclara qu'ils vivraient cette vie main dans la main et affronteraient la mort ensemble, et que lorsque leur voyage prendrait fin, ils seraient ensemble. Retour à nos héros, où le protagoniste pleurait et ne comprenait pas comment un homme aussi bon et gentil pouvait faire une telle chose et devenir en un instant l'ennemi commun de tout le continent. Zéphyr a également été surprise par les paroles d'Arène, car bien qu'elle dise qu'Elkinas est gentil, son caractère ne correspond pas du tout à cette description. De plus, à l'exception d'elle, il a été très méchant avec tout le monde. Je déclare qu'Elkinas a respecté l'étiquette et s'est agenouillé même devant une pecnaude comme elle, et qu'il n'est pas du tout ce que tout le monde pense qu'il estimated. De plus, l'elfe ne comprenait pas quel vent soufflait dans la tête de la protagoniste pour qu'elle accepte une coopération aussi dangereuse. Les filles étaient également très curieuses de connaître Anya et Gédor. Ce à quoi Zéphyr a immédiatement répondu que Anya est devenue le chef de l'église Altima et qu'elle est décédée à l'âge de 97 ans. Dieu avait un amour particulier pour elle. Alors maintenant, elle est probablement un ange ou un dieu de rang inférieur. Gédor, cependant, n'a pas pu faire changer d'avis Elkinas
et j'ai décidé de retourner dans mon pays d'origine en prenant la place du chef de tribu des... Arène est d'autant plus contrariée qu'elle pense que tout le monde s'en sort bien, sauf Elkinas, et l'a mis dans une tasse sur la table. Elle dit qu'elle a décidé d'aller voir le guerrier pour lui parler, lui expliquer qu'elle est revenue à la vie et le dissuader d'utiliser l'œuf de dragon. Elkinas se soucie peut-être de l'œuf, mais s'il y a la moindre chance qu'un nouveau dragon comme Kunterna apparaisse, la protagoniste a promis qu'elle s'en débarrasserait personnellement, parce qu'elle est convaincue que cette tragédie ne pourra jamais se reproduire. Zéphyr doute de l'idée d'Arène et pense qu'Elkinas ne la croira pas du tout, mais la protagoniste commence immédiatement à l'assurer qu'elle est sa seule amie et qu'il l'a probablement connue au premier regard. L'elfe se leva brusquement et déclara qu'il l'accompagnerait, car son corps humain était un spécimen important dont la base était le noble sang de dragon, ce qui signifiait qu'Elkinas ne pourrait pas le briser sans réfléchir. L'homme a également ajouté qu'il n'avait pas encore annoncé la fin de la transformation, ce qui signifiait qu'il pouvait changer d'apparence autant qu'il le souhaitait, ce qui a un peu surpris la jeune fille qui a enfin compris pourquoi l'apparence de Zéphyr était restée la même. La transformation est une technique utilisée par les dragons pour rester dans le monde des humains. Il existe des lois spécifiques concernant cette compétence. Après une transformation, le dragon doit soit faire une pause de 1000 ans, ou interrompre la transformation et reprendre son ancienne forme lorsque le sort est utilisé à nouveau. Donc, Zéphyr lit que c'est contre les règles. Cependant, parce que cette fois-ci, la transformation est simplement nécessaire pour remplir une si grande mission, Zéphyr a décidé que la décision serait prise en fonction de son évaluation personnelle de la situation, à savoir l'évaluation du Seigneur Dragon. Mais l'homme a décidé de l'ignorer et, au lieu de répondre à sa question, il a décidé qu'il devait changer d'apparence pour ne pas être trop visible, et il a donc décidé de devenir comte. Il a également ajouté qu'Arène deviendrait une aristocrate parce qu'elle irait voir Elkinas et lui dirait qu'elle est morte dans une bataille contre un dragon et que personne ne la croirait. En entendant le titre qu'elle va recevoir, la protagoniste a été un peu surprise, mais en vérité, elle a toujours voulu être une femme noble, afin d'assister à diverses cérémonies du thé avec un beau service. En regardant la jeune fille, Zéphyr lui a immédiatement expliqué qu'elle était déjà une noble car tous les membres de l'escouade avaient reçu ce titre. De plus, dans son CA, en raison de sa mort honorable, elle a été reconnue à titre posthume comme la magicienne d'État de l'Empire, ce qui a surpris Arène, et elle a été très choquée de voir qu'elle avait été faite membre de l'aristocratie de la capitale et que Dali était l'un des plus hauts titres autorisés à participer à la gestion de la tour magique. L'homme a également pensé qu'il serait bon de se rendre sur la tombe du protagoniste lorsqu'ils seront descendus. C'est aussi à ce moment-là qu'il chercha un comte convenable et il put enfin en trouver un qui s'avéra être le comte Imterne, qui a une fille. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a été un peu perturbée car elle pensait que si Zéphyr devenait un comte qui avait une fille, cela signifiait qu'elle jouerait le rôle de sa fille. En lui expliquant, elle n'a même pas remarqué que Zéphyr avait complètement changé d'apparence et était devenu le comte qu'il avait choisi. Ajustant sa cravate, l'homme dit que pour le but actuel de sa transformation, il est très important que les dames soient gentilles et amicales, ce qui surprend un peu Arène qui demande « Quel est le but de la transformation ?» L'homme regarde la jeune fille et lui explique qu'il doit jouer le rôle d'un père qui a amené sa fille dans la capitale, qui rêve d'un style de vie noble et de bals, ce qui ne plaît pas à Arène. Au bout d'un moment, il faisait nuit, le protagoniste est sorti et a immédiatement couru vers l'arbre du monde. Elle a immédiatement commencé à lui dire qu'elle avait entendu dire que c'était lui qui l'avait ramenée à la vie, et qu'elle voulait donc savoir s'il y avait une raison particulière à cela et s'il y avait peut-être quelque chose qu'elle devait faire. En l'absence de réponse, elle a promis qu'elle essaierait de vivre sa vie du mieux qu'elle le pourrait, et elle s'est demandé si elle pourrait revenir ici lorsqu'elle dirait adieu à sa vie. Soudain, elle a senti qu'elle ne contrôlait plus du tout son corps, et elle a étreint l'arbre-monde, car il s'est avéré que c'était la magie de l'arbre qui la contrôlait. Elle se rendit compte qu'il lui demandait de ne pas s'inquiéter, qu'elle pourrait s'endormir dans son étreinte. Arène s'endormit donc dans les bras de cet arbre, et en se réveillant le matin, elle lui dit au revoir, car elle avait l'intention d'aller chez Zéphyr, qui était un peu perplexe et ne comprenait pas ce que la protagoniste faisait toute la nuit seule dans la forêt, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle avait simplement dit au revoir à l'arbre du monde. Arène a également montré à son amie que l'arbre du monde lui avait donné des feuilles,
et l'arbre la couverte de feuilles et de particules de lumière. En voyant cela, Zéphyr a immédiatement déclaré que l'arbre du monde aimait probablement le personnage principal, et il s'est demandé si elle se promenait en sachant ce qu'elle pouvait faire avec ses feuilles. Ce à quoi la jeune fille répondit avec assurance que ces feuilles pouvaient la protéger des mauvaises personnes, l'aider à passer un contrat avec des esprits plus puissants grâce au renforcement de la magie, et que si elle restituait au moins une feuille à la vente aux enchères, elle pourrait devenir fabuleusement riche. Mais Zéphyr n'avait plus envie d'entendre cela, et saisissant la main de la jeune fille, lui dit qu'il devait se dépêcher de partir car ils avaient beaucoup de choses à faire en ce premier jour après la transformation. Au bout d'un moment, les héros se retrouvèrent dans une ville, et Arène, choquée par la beauté de la ville, demanda immédiatement au comte où il se trouvait. Ce à quoi l'homme répondit qu'il se trouvait dans la ville la plus riche et la deuxième plus importante de l'empire de Denben. C'est aussi le domaine de l'archiduc d'Elkinazi, et le nom de la ville est Eiren. La jeune fille a également remarqué que cette ville est pleine de vie et qu'elle a beaucoup changé par rapport à la ville qu'elle a connue dans sa vie précédente. La ville est placée sous l'administration d'Elkinas, son nom est changé en Eiren et elle s'agrandit considérablement. Elle a également remarqué que le personnage principal avait remarqué que les préparatifs du festival battaient leur plein, ce qui explique l'animation qui y régnait, mais elle n'a pas pu comprendre de quel type de festival il s'agissait. Zéphyr commence à expliquer qu'il s'agit d'un événement spécial dans cette ville, à savoir un festival en l'honneur du jour où le dragon démoniaque a été détruit. Soudain, un vendeur a tendu à Arène une brochette de kebab en disant que c'était du vrai kebab à la viande de dragon. De plus, il n'utilise que la viande de Kunterna la plus fraîche. Au même moment, Zéphyr expire calmement et lui explique que ce n'est que du poulet et conseille à la jeune fille de ne pas se comporter comme un plouc. En pointant du doigt quelque chose, il a commencé à expliquer que ce jour, au cours duquel le dragon démoniaque a été traité, a été déclaré jour férié de la mise à mort du dragon, de sorte qu'une fois par an, tout l'Empire devient très bruyant. Et parmi tous les endroits, cette ville est celle qui le célèbre avec la plus grande fanfare. Il s'est avéré qu'il pointait du doigt la statue que tout le monde considère comme le cœur de la ville, une statue considérée comme la fierté et le symbole d'Eiren. Zéphyr a également conseillé à la protagoniste de regarder cette statue d'un peu plus près et de penser à qui elle ressemble, c'est-à-dire à une petite fille, et elle a vraiment eu l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Soudain, elle se rend compte que la personne représentée sur cette statue, c'est elle. Elle est choquée et ne comprend pas pourquoi son monument se trouve ici. Zéphyr ajoute d'une voix calme que même cette ville est une ville de l'ombre. Arène est devenue une personne qui manque énormément à tout l'Empire. Ses promenades, avec ses compagnons d'armes, sont consacrées à des pièces de théâtre et à des chants, et les naturalistes considèrent cette ville comme un lieu presque sacré. En outre, le bâton en chêne du personnage principal sera conservé à l'archiduchesse et exposé une fois par an à cette époque, afin que tous les gens l'adorent et pleurent une telle perte. Au bout d'un moment, les héros sont entrés dans un atelier où ils ont été immédiatement accueillis par une bande de servantes et une femme vêtue d'un costume inhabituel. Zéphyr s'est approché de la femme en indiquant qu'ils avaient besoin de plusieurs ensembles de vêtements qui pourraient être fabriqués dans les plus brefs délais à partir de leur catalogue. D'une voix calme, l'homme déclara que c'était très excitant et en même temps amusant, car il était très profitable d'être dans l'ombre et d'être miné par les pouvoirs en place, donc ils sont obligés d'y prendre plaisir, qu'un peu d'Arène et elle réalisa que le caractère de Zéphyr s'était encore détérioré. Un peu plus tard, l'héroïne avait déjà essayé un nouvel ensemble de vêtements, mais elle n'aimait pas du tout les vêtements qu'on lui avait donnés, et elle était également très mécontente qu'à cause du sens du goût dégoûtant de Zéphyr, elle perdait maintenant beaucoup de temps. Soudain, la femme qui dirige cet atelier a regardé la protagoniste et a commencé à dire que cette robe lui convenait parfaitement. Elle a également ajouté que le design et la palette de lumière lui convenaient, ce qui a rendu Zéphyr très heureux. Et il a dit qu'il prendrait cette robe alors. L'homme a également remarqué que le personnage principal est très inquiet à propos de ce voyage, bien qu'au début, elle ait dit qu'elle se comporterait de manière indifférente, ce à quoi la fille a rougi et a dit qu'elle n'était pas si inquiète et qu'elle n'avait simplement pas vu Elkinas depuis longtemps. Lorsqu'elle regarda Zéphyr, Arène remarqua un objet dans ses mains et comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une bribe,
qui était une sorte de moyen courant pour les dragons de transmettre des informations, et elle avait souvent vu Zéphyr l'utiliser lors de ses quêtes. Lorsque l'homme a regardé cet extrait, il a prétendu qu'il contenait un message de l'assistant qu'il avait envoyé au palais. Au même moment, le personnage principal regardait autour de lui et remarqua que Zéphyr avait mis une magie de silence sur cette pièce pour que personne n'écoute leur conversation. Et elle se demanda ce que cela disait si personne d'autre qu'eux ne devait l'entendre. Zéphyr, en lisant l'extrait, s'est rendu compte qu'il y avait 2 nouvelles, une mauvaise et une inutile, et a décidé de demander à Arène laquelle elle voulait entendre en premier, mais la protagoniste a choisi la nouvelle inutile. La nouvelle est que l'Empire abrite actuellement le dragon pourpre, qui, comme Zéphyr, a changé d'apparence. Son premier changement d'apparence depuis 1500 ans de vie active. Zéphyr a déjà signalé que les rapports qui sont censés être envoyés périodiquement par le dragon, d'abord à travers le changement d'apparence, ont soudainement cessé d'arriver. Zéphyr a donc décidé qu'il ferait mieux de trouver le dragon violet avant qu'il ne mette le bazar, parce que c'est un emmerdeur. Zéphyr regarde la protagoniste et lui ordonne de manger tout de suite et de commencer à manger la feuille. En plus de cela, il faut la vivre soigneusement et l'avaler. Ce qui laisse la fille un peu perplexe, mais elle décide quand même d'écouter Zéphyr. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne sera probablement pas facile pour eux de revenir du manoir Elkinas, ce qui ne décevait pas du tout la jeune fille, qui mangeait une feuille en réfléchissant à la façon de se rendre au manoir le plus rapidement possible. Au bout d'un moment, les héros se retrouvent dans une calèche et se dirigent vers le domaine. Soudain, Arène remarque qu'ils sont déjà dans une ville, alors qu'ils venaient de traverser la forêt. Zéphyr lui explique immédiatement qu'il s'agit de la barrière de défense de l'archiduc, que c'est la première fortification qu'Elkinas a créée après être devenu chef de famille, qu'elle sépare la ville du domaine. L'homme a également ajouté que pendant le festival, toutes sortes de racailles comme eux pouvaient errer dans la ville, et c'est pourquoi cette fortification a été construite. En regardant la jeune fille, il lui demanda si elle avait bien vécu la première feuille, ce à quoi la jeune fille répondit par l'affirmative, et à ce moment-là, Zéphyr lui demanda d'en manger une autre au sein où, car ils étaient déjà arrivés, en sortant de la calèche, Arène fut pour une raison quelconque très choquée. Il s'avéra qu'elle fut surprise par la beauté du domaine. En plus du toit qui est en place de couleur céladon qui semble encore plus cher que l'or, elle ne pouvait pas non plus comprendre comment le domaine pouvait être plus luxueux que le palais impérial, ce dont le comte était d'accord, ajoutant qu'en fait, la famille Pontiac est beaucoup plus puissante que la famille impériale. En se retournant, le protagoniste aperçoit immédiatement le majordome, qui lui dit en souriant que Lady était probablement très fatiguée par la route et qu'il était très heureux de les accueillir. Cependant, Zéphyr n'aime pas parler à ce majordome et se demande comment ce vieil homme est encore en vie, ce qui surprend un peu la protagoniste qui se demande si Zéphyr n'a pas déjà vu ce majordome et quelqu'un d'autre. Zéphyr répondit immédiatement que ce majordome est un demi-elfe et doit avoir bien plus de 200 ans. De plus, il faut se méfier de ce serpent, car son âme est plus noire que les ténèbres. En regardant l'elfe, le majordome déclara qu'il était un peu vexé d'entendre que son âme était sombre, alors qu'en fait elle ne l'était pas et n'était pas noire du tout. Il déclara aussi une fois de plus qu'il était très heureux de rencontrer le plus noble des êtres, ce qui étonna Zéphyr, et il ne comprenait pas comment le majordome savait qui il était vraiment. Le demi-elfe commença à expliquer que, de toute sa vie, il n'avait rencontré qu'une seule créature vivante, le traitant de serpent à l'âme plus noire que les ténèbres. Il a également regardé le personnage principal et a pensé que cette dame devrait être incluse parmi les nobles, ce qui surprend un peu Arène et elle s'incline immédiatement devant le majordome et le salue. À ce moment, le majordome dit enfin au héros son nom et il s'appelle Carlo. Il est aussi le gérant de la famille Pontiac. Zéphyr s'enquiert aussitôt de la présence du guerrier, ce à quoi Carlo répond que si l'on s'enquiert de l'archiduc, il n'est pas là, mais qu'en raison de la réunion qui se tient en ce moment, il ne sera pas possible de le voir aujourd'hui, et que les hôtes du manoir étant de nobles créatures comme eux, le majordome a pensé qu'il devait rester en arrière. À ce moment-là, Zéphyr regarda le majordome d'un air sévère et lui demanda de les emmener directement à Elkinas. Il promit également qu'il savait tout sur ce qui se passait et que Zéphyr prendrait la responsabilité de ce qui se passerait ensuite. En entendant cela, Carlotte décida de faire confiance à la parole de Zéphyr et commença à les accompagner à Elkinas.
Suivant le majordome, l'elfe chuchote à la protagoniste qu'il y a autre chose qu'il ne lui a pas dit. En effet, elle sait déjà que le guerrier possède suffisamment de richesses et de pouvoir pour rivaliser avec la famille impériale, et il serait préférable de détruire la personne qui menace l'autorité de la famille impériale. Seul l'adversaire est le héros immortel. L'assassinat étant impossible, la famille impériale change de position et, pour manipuler le guerrier, lui propose un mariage politique dont la réponse est un refus inconditionnel, puis le guerrier s'est emparé de l'œuf du dragon démoniaque et comme si le chef de famille ou les chevaliers impériaux, quiconque s'opposait à lui, tous devaient mourir. Quoi qu'il en soit, la famille impériale a fait quelque chose de stupide qui a déclenché tout cela, et Zéphyr pense que le protagoniste verra la stupidité de ses propres yeux maintenant. Ce qui laissa la jeune fille un peu perplexe, et elle n'arrivait pas à comprendre de quel genre d'absurdité Zéphyr parlait. Finalement, en entrant, elle vit son vieil ami qui était assis tranquillement sans rien faire. À ce moment-là, dans son esprit, elle était très heureuse parce qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps et qu'elle voulait le rencontrer depuis longtemps. D'ailleurs, elle remarqua qu'Elkinas était un peu plus mince, mais en général, il n'avait pas changé du tout depuis leur dernière rencontre. Le protagoniste a également remarqué 2 personnes qui étaient probablement des invités arrivés avant eux, et l'une des filles qui se trouvait là ressemblait beaucoup à Arène. De plus, même Elkinas l'a appelée par ce nom, ce qui a choqué la protagoniste, et elle n'a pas pu comprendre pourquoi cette fille est si semblable à son ancien moi. Alors elle a pensé que c'est exactement ce que la famille impériale de Denbane fait périodiquement. Soudain, Elkinas a demandé aux faux arènes de raconter le moment où ils ont décidé de se débarrasser du dragon démoniaque. À ce moment-là, la fausse Arena a commencé à me dire qu'elle était tranquillement en train de déchirer l'absinthe sur la colline ce jour-là, et qu'elle n'était pas du tout dans cette bataille. Ce qui a surpris la protagoniste, qui ne comprenait pas comment cette fille pouvait savoir tout cela, et qui a été forcée d'écouter à quel point elle parlait faussement de ce qui ne s'était pas réellement passé dans ce nom, et elle a compris qu'il s'agissait en fait d'un canular. Au terme de leur conversation, M. Elkinas l'a remercié d'avoir partagé son point de vue, ajoutant que les souvenirs de ces journées semblaient revivre dans son esprit. Mais il y a une chose, et c'est que l'homme a remarqué que ses réponses sont trop différentes de ses souvenirs ravivés. Mais la fausse arène a essayé de le persuader en disant qu'en fait, c'était il y a longtemps et qu'elle avait peut-être oublié quelque chose. Cependant, avant même qu'il n'ait pu terminer sa conversation, le guerrier a immédiatement dégainé son épée et attaqué le faux arène, disant que l'examen avait été raté et que la maudite famille impériale avait complètement perdu sa conscience. De plus, comme les mémoires de Jamil ont été découverts l'année dernière, tout le monde dit quelque chose de similaire à cela. La fausse Arena, qui se sentait très mal, a immédiatement commencé à s'excuser auprès de son Altesse et l'a supplié de la pardonner, expliquant qu'elle ne voulait pas le tromper. En entendant cela, le guerrier approcha la lame de son épée du menton de la jeune fille et reconnut qu'elle ne ressemblait vraiment pas à Arène, pas du tout, et il lui demanda simplement de dire à la famille impériale qu'ils avaient encore échoué, puis il lui ordonna de quitter l'endroit aussi vite que possible. Arène, qui observait tout cela, était en état de choc et ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais une chose qu'elle pouvait comprendre, c'était la stupidité de la famille impériale de Denbane à l'égard d'Elkinar. Ils lui ont présenté des filles qui se faisaient passer pour elle, et Warrior a été contraint d'affronter le faux à chaque fois, rejetant sans cesse la fausse image du personnage principal qui se trouvait juste devant lui. Arène a également compris ce que Zéphyr voulait dire lorsqu'il affirmait qu'Elkinas délirait. Car si une telle chose dure depuis des décennies, il est impossible de rester sain d'esprit. Soudain, elle remarqua que le guerrier commençait à se changer et, en regardant son beau corps, elle se détourna immédiatement, car elle n'était pas venue ici pour regarder des corps nus. Elkinas a soudain demandé à son majordome quel genre de personne se tenait derrière son dos, puisqu'il semblait avoir ordonné que personne d'autre ne soit admis aujourd'hui. Le majordome s'inclina devant son seigneur et s'excusa en disant que les invités qui étaient arrivés avaient exprimé le désir de le rencontrer. Ce qui étonna un peu le guerrier, et il dit que s'il s'agissait d'invités pour l'amour desquels il lui avait désobéi, quelqu'un, probablement quelqu'un du détachement, avait été en mesure de le faire. En regardant également le personnage principal, l'homme a souri et a demandé à la fille à qui appartenait ce visage inconnu, puisque Hania et Jamil étaient morts et qu'il avait mis à la porte son ami préféré un peu plus tôt.
De plus, Jedor a dit qu'il ne le verrait plus jamais de sa vie, et c'est alors qu'il a compris qu'il ne pouvait rester qu'un seul homme. Lorsqu'il a enfin compris qui était cette personne, il s'est immédiatement jeté sur Zéphyr avec une grande rapidité. Saisissant Zéphyr par les vêtements et le regardant avec colère dans les yeux, Elkinas dit qu'il essayait de le trouver depuis longtemps et que maintenant Zéphyr devait lui donner les réponses à toutes ses questions, à moins qu'il ne veuille mourir, car avant de mourir, Anya lui avait dit quelque chose d'intéressant lors de la confession. Elle a notamment remarqué l'orbe spirituel d'Aren, ce qui est un peu surprenant puisque Zéphyr a dit qu'il était secrètement capable de prendre l'orbe, mais il s'avère que c'est Anya qui l'a remarqué. De plus, les serviteurs les plus haut placés ne pouvaient s'empêcher de remarquer une âme. Elkinas, quant à lui, ne lâchant toujours pas l'elfe, lui ordonne de dire tout ce qu'il sait sur cet orbe immédiatement, sans quoi il s'occupera rapidement de lui et l'achèvera sur le champ, ce à quoi Zéphyr sourit et lui demande d'essayer. Ce qui a mis le guerrier très en colère, et il était prêt à s'occuper de Zéphyr tout de suite, en même temps qu'Aren regardait cette scène et sentait l'aura meurtrière qu'elle pouvait ressentir même à distance, elle réalisait aussi qu'Elkinas n'avait rien à voir avec l'Elkinas qu'elle connaissait. Elle avait espéré qu'il vivait désormais heureux dans un monde paisible où le dragon démoniaque et ses semblables n'existaient pas, mais elle s'était bien trompée. Au même moment, Zéphyr répondit à la question du guerrier en disant qu'il avait nettoyé le corps du protagoniste, et non grâce à l'immersion dans la source sacrée, mais qu'il ne parvenait toujours pas à ranimer l'enchanteresse. Zéphyr demanda à Elkinas d'une voix calme s'il regardait bien, car elle se trouvait juste à côté de lui, ce qui surprit un peu le guerrier. Il s'est retourné et a vu le protagoniste, debout, regardant tranquillement tous ceux qui s'y trouvaient, espérant qu'Elkinas la reconnaisse encore, qu'il reconnaisse la fille avec laquelle il avait partagé des joies et des peines, et l'amie avec laquelle ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait ensemble. Mais le guerrier sourit et répond que Zéphyr est encore moins scrupuleux que la famille impériale. Comment peuvent-ils se préoccuper de l'apparence d'Aren? D'ailleurs, le guerrier dit que Zéphyr ferait mieux d'amener un enfant courageux qui pourrait cacher les frissons. À ce moment-là, Aren savait parfaitement qu'Elkinas se méfiait d'elle, et elle le savait avant de venir ici. Mais lorsqu'en réalité Elkinas ne la reconnut pas, se contentant de la regarder de son regard glacial, son cœur se serra de douleur. Elle s'est mise à pleurer bruyamment à cause de la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait et à cause du ressentiment et de la froideur d'Elkinas. Elkinas remarqua que la jeune fille sanglotait à 3 reprises. Il voulut donc lui demander ce qui l'avait tant bouleversée. Après avoir regardé la fille, il a vraiment commencé à penser que le personnage principal pourrait être le vrai Aren. En regardant également les traces de magie blanche, l'homme a réalisé que le personnage principal est probablement un lanceur de sorts comme son Aren, et il pense également que la différence extérieure peut être facilement justifiée par le fait qu'Aren a reçu un nouveau corps de l'arbre du monde. Il a dit qu'ils avaient probablement tout réglé dans les moindres détails, puisque Zéphyr avait décidé de l'emmener, mais l'homme n'a pas compris comment l'examiner au mieux. À ce moment-là, la protagoniste se rend compte qu'Elkinas la considère comme son nouveau cobaye, même si elle est la reine qu'il recherchait. Elle doute de pouvoir égaler la reine qu'Elkinas a créée dans son imagination. Ainsi, lorsqu'ils auront terminé l'examen et qu'il sera déçu par cette arène, il s'occupera certainement d'elle, tout comme les nombreuses arènes qu'il a rencontrées auparavant. Soudain, elle a poussé un grand cri et a déclaré qu'elle n'était pas arène. Elle a également ajouté qu'elle ne savait pas du tout qui elle était. Cependant, elle s'est immédiatement arrêtée et, en pleurant, s'est excusée pour le fait que ses paroles aient pu paraître un peu irrespectueuses. Elle a également dû recommencer à dire qu'elle ne savait même pas qui était Aren et lui a demandé de la croire. Afin de se sortir de cette situation, elle ajouta avec inquiétude qu'elle était en fait la fille de Zéphyr, ce qui surprit un peu Elkinas, qui ne pouvait pas croire que Zéphyr avait rencontré un couple et avait eu des enfants, et il était également très curieux de savoir qui était sa mère. À ce moment-là, la protagoniste s'est souvenue des paroles de Zéphyr selon lesquelles, dans l'esprit des gens, il était son père et l'arbre du monde sa mère. Et elle a donc répondu que sa mère se trouvait maintenant dans la forêt, mais qu'elle était maintenant comme un légume. Zéphyr, qui observait tout cela, était complètement choqué par les paroles d'Aren, et il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait dire une telle chose à propos de l'arbre noble et puissant du monde. Cette information a même donné un peu mal à la tête à Elkinas,
Il ne comprenait pas comment sa mère pouvait être un légume. Cependant, il a immédiatement cessé d'y penser car Zéphyr pourrait avoir ses propres raisons de ne pas en parler. Il a également décidé de demander à Zéphyr pourquoi il a décidé de venir ici pendant sa transformation. En regardant le guerrier, la protagoniste avait très envie de lui dire qu'elle était venue ici pour aider Elkinas parce qu'elle avait entendu dire qu'il était en danger. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas lui dire ça comme ça. Elle lui dit alors que son père lui avait dit de regarder le petit qui venait d'éclore ici, ce qui déplut plus que tout à Elkinas, car Zéphyr ayant été retiré depuis longtemps du livre des dragons, cela n'avait rien à voir avec lui. L'homme répondit alors que cette dragonne était encore une enfant de Kunterna et qu'il devait donc garder un œil sur la possibilité qu'elle se transforme en quelque chose de ce genre. Après quoi, Zéphyr commença même à se demander s'il s'agissait vraiment d'une dragonne. Car s'il s'agissait d'un ourson normal, ses premiers mots après sa naissance auraient été « Tu n'es pas ma mère, qui es-tu, petit homme sexy ?» et il se serait immédiatement enfui d'Elkinas. Et dans ce cas, les sylphes l'ont immédiatement dit à Zéphyr « Il ne veut donc pas du tout prendre l'enfant du guerrier, mais simplement leur dire quel est le problème, et Elkinas lui-même gagnerait beaucoup à le leur montrer. » Elkinas, après mûre réflexion, décida de laisser les héros voir l'ourson et leur ordonna de le suivre. En suivant le guerrier, Arène fut très surprise de constater que le lionceau était si grand qu'il était gardé dans une annexe plutôt que dans le bâtiment principal. Au bout d'un moment, ils entrent dans une pièce qui semble à la protagoniste plus calme et plus confortable qu'elle ne l'avait imaginé, mais même avec les lumières allumées, elle se sent dégoûtée et mal à l'aise pour une raison ou pour une autre. En regardant le majordome et Zéphyr, Arène se rendit compte que, probablement en raison de leur proximité avec la source, ils ressentaient la même chose. La protagoniste se dirige lentement vers le berceau pour voir le rejeton de Kunterna, qui émet une énergie sinistre. C'est à cause de lui qu'Elkinas a été qualifié de fou, et c'est aussi pour cela qu'il est maintenant contre le monde. Elle a donc promis de détruire le coupable de ses propres mains, mais lorsqu'elle a regardé dans le berceau, elle a été stupéfaite. Parce qu'au lieu de voir un bébé dragon, Arène a vu un bébé humain. L'enfant s'est immédiatement mis debout et d'un seul coup d'œil, la protagoniste a compris qu'il suppliait probablement qu'on le prenne dans les bras et elle a donc demandé au guerrier si elle pouvait le prendre dans ses bras. Après avoir entendu une réponse positive, la protagoniste a décidé de le prendre dans ses bras et de le sentir, sentant l'odeur agréable qui émane de cet enfant. Cependant, elle ne comprenait pas comment ce mignon petit bébé pouvait être la source d'une énergie noire aussi puissante, et lorsqu'elle le prit dans ses bras, elle commença à ressentir une énergie lumineuse. Pendant ce temps, Zéphyr regarde le guerrier de son regard sévère, un peu perplexe, et lui demande si cet enfant a bien éclos d'un œuf il y a 10 ans. Elkinas répondit avec indifférence que c'était vrai, bien qu'il ne l'ait annoncé nulle part, mais qu'il ne fallait pas en douter. Zéphyr répondit que ce n'était pas possible car l'enfant ne pouvait pas être un dragon, ce qui étonna un peu le guerrier qui décida de demander à Zéphyr comment il pouvait en être aussi sûr. Zéphyr commence à expliquer que les petits dragons ne peuvent pas naître sous une forme humaine. Après la naissance, le dragon ressemble à un petit lézard avec des ailes. Il se développe rapidement après 5 mois, il part à la recherche d'un nouvel endroit et commence à vivre de façon indépendante. Le personnage principal était encore un peu perplexe et ne comprenait pas ce qu'était l'enfant si ce n'était un dragon, mais Zéphyr se gratta le menton et dit que c'était probablement un sang mêlé. Bien qu'Arena ait entendu parler des sangs mêlés, elle a seulement entendu que 16 enfants naissaient d'une personne ayant de la semence de dragon dans son corps, donc elle ne comprend pas comment un enfant né d'un œuf peut être un sang mêlé. Zéphyr a commencé à expliquer qu'une paire de sang est engendrée par une femme humaine qui est tombée amoureuse d'un dragon. Occasionnellement, le dragon lui-même pond un œuf contenant de l'énergie humaine après être tombé amoureux d'un homme, où l'ovule vide est fécondé en le recouvrant de force de sa propre énergie. Zéphyr a regardé Elkinas avec insistance et lui a demandé s'il avait versé son sang sur l'œuf, mais comme l'homme n'a pas répondu pendant un long moment, Zéphyr a immédiatement compris que c'était le cas. À l'origine, l'œuf pondu par Kunterna était un œuf vide non fécondé qui n'a pas réagi pendant 70 ans de soins. Il est donc facile de deviner ce que c'était, à savoir qu'Elkinas a mis de la magie et de l'énergie dans l'œuf à volonté en l'aspergeant de sang. Et c'est Zéphyr qui fait maintenant référence à la puissance magique incompréhensible qu'Elkinas a obtenue en mangeant le cœur de Kunterna. Parce que les hommes ont commencé à se quereller,
l'héroïne principale a décidé d'utiliser sa magie pour étouffer le son, et elle est heureuse de constater que grâce à la couronne de l'arbre du monde, même sans contrat, les esprits agissent selon sa volonté. Cet enfant est encore petit et ne comprend pas tout à fait le contenu. Cet enfant est encore petit et ne comprend pas le contenu de cette conversation. Il ne peut pas se rendre compte qu'il n'était pas un enfant attendu depuis longtemps et qu'il est né parce que c'était rentable pour quelqu'un d'autre. Elkinas pointa soudain son doigt vers l'enfant et demanda à Zéphyr « Quelle est la probabilité qu'il éveille des capacités de dragon démoniaque lorsqu'il grandira ?» Que c'est à ce moment que le protagoniste remet le bébé à la tête de cette querelle en disant qu'ils doivent tous les deux se calmer, car même si le bébé est encore petit, il ressent encore l'atmosphère qui règne ici. En regardant Zéphyr, Aren expliqua que même pour un métis, il n'était pas normal qu'un bébé reste un nourrisson pendant 10 ans, et qu'il devrait donc surveiller le bébé un peu plus longtemps, car sa naissance et sa conception étaient toutes deux extraordinaires. De plus, il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont inconnues même des dragons, comme son père et sa mère qui l'ont créé. En fait, avec ces mots, le protagoniste faisait allusion à Zéphyr qu'il avait lui-même créé son corps avec son propre sang. Aren a déclaré qu'en tout état de cause, l'enfant devrait être pris en charge non pas par eux deux, mais par une partie intéressée, un représentant de la famille Dragon, si l'on peut dire. Soudain, bébé a voulu être à nouveau pris dans les bras. Alors elle a couru vers lui et a commencé à jouer avec lui en même temps qu'Elkinas disait que ce n'était vraiment pas une mauvaise idée. Et c'est logique. En s'approchant d'Aren, il a dit que l'observateur du métis, qui sera capable d'évaluer objectivement ce qui se passe, sera la fille de Zéphyr. Ce qui a laissé la protagoniste un peu perplexe et au début, elle ne s'est même pas rendue compte que l'on parlait d'elle. En regardant Zéphyr, elle a commencé à lui demander mentalement de l'aide car elle ne voulait pas rester. À ce moment-là, l'homme a immédiatement dit qu'il resterait ici aussi puisque c'était sa fille. Mais Elkinas se retourna, regarda Zéphyr de ses yeux rouges et lui dit qu'il avait sans doute mal compris et que même s'il était fâché que le sang de Zéphyr coule dans sa fille, il l'autoriserait à vivre ici à titre exceptionnel. Il l'autorise donc à rester au manoir de Pontiac en tant que nounou et institutrice, mais si elle refuse, elle ne verra jamais les changements que l'enfant pourrait subir. En y réfléchissant, Aren se rendit compte que c'était probablement son dernier avertissement et que si elle partait, Elkinas ne partagerait vraiment rien avec elle. Elle décide alors de rester ici et de donner à Elkinas le bonheur et la liberté, et pour une raison ou une autre, elle veut que ce ne soit pas un enfant désiré, mais la nature même du bonheur. Elkinas pensait déjà que la protagoniste refuserait cette offre et s'est détournée, commençant déjà à lui ordonner de quitter cet endroit, mais soudain la protagoniste, avec assurance, a dit qu'elle resterait ici et qu'elle s'occuperait de l'enfant. Au bout d'un moment, Carlo montra à la jeune fille sa nouvelle chambre, ce qui la choqua car elle semblait trop spacieuse pour une seule personne, ce à quoi le majordome répondit que c'était vrai et que ce n'était que la deuxième plus grande chambre de tout le domaine. D'ailleurs, la règle inchangée de la famille Pontiac est de s'occuper de leurs proches de tout leur cœur. Elkinas, s'approchant de la fille, était très heureux d'avoir eu la chance de trouver une nounou pour l'enfant, mais il ne connaissait toujours pas son nom et a donc décidé de lui poser la question. À ce moment-là, Aren savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas se contenter de s'appeler par son vrai nom et qu'elle devait en trouver un autre. Elle s'est souvenue d'un nom qu'elle aimait beaucoup et, en souriant, elle a dit qu'elle s'appelait Adèle et qu'elle était heureuse parce que c'était le jour où elle pourrait utiliser ce nom. Lorsqu'Elkinas entendit ce nom, il hésita un instant, mais comme il devait partir, il lui dit que l'enfant dont s'occupait le protagoniste s'appelait Rinthius Irene Pontiac et lui souhaita un bon repos. Resté dans la chambre avec le majordome, Aren pensait pouvoir enfin se détendre. Soudain, Carlo s'est approché de la jeune fille et s'est excusé en lui demandant s'il pouvait lui poser une question. Il pensait que le personnage principal n'était pas du tout la fille de Zéphyr, ce qui surprenait un peu la jeune fille, et elle ne comprenait pas comment il le savait si cela ne faisait pas un jour, mais elle savait qu'elle devait se comporter calmement. Alors elle se calma, faisant semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait. Aren commença immédiatement à lui répondre quelque chose, mais le majordome comprit qu'elle ne pouvait absolument pas mentir et lui expliqua que depuis leur arrivée au manoir jusqu'à leur rencontre avec son Altesse, Zéphyr et Aren ne s'étaient pas appelés père et fille.
L'homme a également ajouté que Zéphyr n'a utilisé qu'un seul surnom, à savoir Enchantresse. La seule personne à laquelle il se réfère de cette manière est Lady Arryn, ce qui est vraiment incroyable. En même temps, le personnage principal ne savait même pas comment réagir, puisque Carlo s'était rendu compte de qui elle était vraiment. Alors elle a décidé qu'elle devait trouver une bonne excuse le plus tôt possible. Elle a commencé à dire qu'elle ne savait qu'invoquer des esprits comme Arryn. C'est pourquoi son père l'appelait une sorcière de temps en temps. Le majordome fait semblant d'y croire, mais il n'y croit pas du tout et il se rend compte qu'Arryn doit apprendre à mentir. À ce moment-là, Arryn a serré le poing et s'est rendu compte que si elle continuait à parler, cela ne ferait que la rendre encore plus suspecte. Alors elle a dit qu'elle avait une petite demande à faire et en regardant Carlo avec ses yeux de chien battu, elle lui a demandé de ne pas en parler à M. Elkinas. En entendant cela, le majordome a immédiatement répondu qu'il n'allait en parler à personne, car il ne s'adressait pas à la dame en tant que majordome, mais en tant que vieil homme qui avait vécu une longue vie et qui était curieux de savoir ce qui se passait, et il a également commencé à choisir une fille en lui demandant de se taire, car il n'avait pas l'intention de répandre cette information ailleurs. De plus, comme les filles le savent déjà, il est à moitié elfe, et grâce au sang des elfes qui coule dans ses veines, il aime beaucoup la nature, et lorsque le protagoniste est arrivé au manoir, il a ressenti une énergie naturelle incroyablement forte. Ce qui surprit un peu Arryn, et elle réalisa qu'apparemment le corps obtenu de l'arbre-monde était capable d'attirer l'attention de l'elfe par son apparence. À ce moment-là, l'homme a également dit qu'il pensait que la fille serait capable de produire un tel effet sur le maître aussi, puis un peu surpris la fille. Cependant, le majordome a immédiatement cessé de dire qu'il parlait juste à lui-même. Il était temps pour lui de partir, et il espérait que l'endroit serait une nouvelle maison pour elle pour le moment, et qu'il n'y aurait pas d'inconvénient, et il demanda à la jeune fille de prendre soin de son Altesse et du jeune maître. Arryn ne comprenait pas pourquoi Zéphyr disait que Carlo était un méchant homme, car elle n'en avait pas du tout l'impression. D'ailleurs, son image de vieux monsieur poli était plutôt agréable. D'ailleurs, pendant tout ce temps, la jeune fille pensait au jour où Zéphyr était là. Lorsqu'elle se retourna, la jeune fille fut complètement choquée, car elle ne comprenait pas comment Zéphyr avait pu entrer ici puisque le Seigneur l'avait chassé, mais en regardant les fenêtres ouvertes, elle comprit immédiatement comment il était entré ici. Elle a immédiatement commencé à se disputer avec lui en disant que Zéphyr était arrivé juste à temps et a commencé à lui demander ce qui se passerait si tout le monde découvrait qu'il avait volé sa sphère spirituelle, mais l'homme a immédiatement commencé à se justifier en disant que sans lui, elle serait morte depuis longtemps et qu'elle devrait donc lui en être reconnaissante. Les héros discutèrent longtemps, mais comme ils étaient déjà très fatigués, ils décidèrent de faire une pause. Allongés sur le lit, Arryn écouta Zéphyr qui se réjouissait qu'ils aient pu rester en vie, ce que la jeune fille approuva, car elle pensait que leur fin était imminente. Elle ne comprenait pas pourquoi Elkinas n'était plus l'homme qu'elle connaissait. Il était devenu si cruel qu'il tuait des gens sans même cligner des yeux, et il attaquait son camarade avec lequel ils avaient autrefois risqué leur vie sur le champ de bataille sans la moindre hésitation. En se serrant la tête, elle ne comprenait pas pourquoi cela était arrivé, car elle pensait qu'en se sacrifiant, elle avait fait le meilleur pour Elkinas. Mais elle se trompait lourdement et ses actions non seulement ne l'ont pas sauvée, mais au contraire l'ont rendue fou. Si bien que la jeune fille pensait que c'était à cause d'elle. Zéphyr pose sa main sur les doux cheveux d'Arryn et commence à la rassurer en lui disant que c'est grâce à elle qu'ils ont pu survivre, car elle a sauvé toute l'escouade par son sacrifice et que tout le monde n'est pas prêt à faire une telle chose. Il lui a également demandé de ne pas penser que les convictions et l'honneur qu'elle essayait de défendre n'avaient pas de sens, puisqu'elle avait effectivement sauvé Elkinas et qu'elle avait maintenant l'occasion de le sauver une fois de plus. Arryn a même pleuré un peu en entendant cela, et en souriant, elle a remercié Zéphyr d'avoir pu la réveiller un peu. Elle décida qu'elle ne devait plus s'attarder sur le passé, qu'elle ne s'attarderait pas sur l'avenir, et que la première chose à faire était de regarder Rinti grandir, et elle ajouta qu'il y avait quelque chose d'autre qui nécessitait leur attention, et c'était l'énergie dans la chambre des enfants. L'homme acquiesce et ajoute qu'il y a effectivement une force très étrange dans l'air et qu'il faut trouver d'où elle vient. Arryn a d'abord pensé que la source était la propriétaire de cette chambre, car elle appartenait à la progéniture du dragon démon Kunterna, mais lorsqu'elle a pris l'enfant dans sa main, elle n'a pas senti d'énergie négative.
Elkinas est probablement au courant de la puissance qui circule dans la pièce, mais la jeune fille n'arrive pas à comprendre pourquoi il l'a laissée de côté. S'asseyant sur la chaise et croisant les bras, Zéphyr déclara que tant que la jeune fille serait dans cet endroit, elle en apprendrait plus sur cette énergie, tout en regardant la métisse grandir et évoluer. La jeune fille acquiesça et ajouta qu'elle y mettrait un terme, notamment lorsque Zéphyr déclara que si sa mort avait sauvé de nombreuses vies, elle avait poussé Elkinas à la folie, et qu'elle ne pouvait donc pas faire semblant d'ignorer que même après 80 ans, son ami était obsédé par le passé. Elle espère donc qu'il pourra désormais accepter sa mort, s'en accommoder et vivre heureux pour toujours, ou enfin en profiter. Lorsque l'homme a entendu cela, il a immédiatement répondu qu'Elkinas devrait se débarrasser de ses sentiments pour Arène, ce que la jeune fille a approuvé, ajoutant qu'il devrait d'abord s'occuper de cela. Zéphyr l'entendit, un peu méfiante car elle pensait que la protagoniste avait enfin compris ce qu'Elkinas ressentait pour elle. C'est aussi à ce moment qu'Arena a déclaré qu'elle pensait que le guerrier était probablement attiré par elle, ce qui a rassuré l'homme, et il a déclaré que la protagoniste ne décevait jamais, comme toujours. Même s'il pense qu'elle a besoin de l'entendre de la bouche d'un guerrier en personne, ses sentiments ne sont pas de l'affection ordinaire, mais une bombe qui surgit de nulle part et ne brûle jamais sans que la mèche ait sauté. Après avoir réfléchi, le protagoniste a finalement réalisé que le guerrier l'aimait probablement, et l'homme a ajouté qu'il ne pouvait pas accepter la fille car elle pouvait le nier. À ce moment-là, Arène pensait que c'était impossible parce qu'Elkinas n'avait pas du tout l'air d'aimer être avec elle. Et quand ils étaient ensemble, il regardait toujours autour de lui dans l'espoir de s'échapper, si bien qu'elle commençait même à penser qu'elle puait. Zéphyr répondit alors, sarcastique, qu'il ne comprenait même pas comment Elkinas pouvait l'apprécier, puisqu'on lui avait même attribué les chambres réservées à l'archiduchesse. Ce à quoi la jeune fille répondit que ce n'était pas le guerrier qui avait choisi cette chambre, mais le majordome, à la grande surprise de Zéphyr, qui se rendit compte que ce serpent était terriblement devinant. Au même moment, Arène se saisit de ses cheveux en pensant qu'elle ne pouvait plus vivre ici, et supposa qu'il s'agissait en fait d'un piège que Carlo avait préparé pour elle, puisqu'il avait découvert que son maître était devenu fou à cause d'elle, et qu'il décidait donc de se venger ou non. En hurlant, elle demanda à son amie ce qu'elle devait faire maintenant qu'elles étaient en danger. Mais Zéphyr fut surprise que le serpent ait déjà découvert sa véritable identité. En même temps, l'enchanteresse ne comprenait pas comment ce gentil vieil homme pouvait être si méchant alors qu'il lui avait même demandé de bien s'occuper de son maître, et comment il pouvait faire semblant pendant si longtemps. Cependant, l'homme a immédiatement commencé à rassurer la jeune fille en lui disant que tout n'est pas comme elle le pense, bien qu'en fait il n'ait pas aimé le fait qu'Arène ait déjà commencé à se prostituer, ce qui l'a beaucoup agacé, mais il a compris que pour tromper ce serpent, la dame doit se comporter comme elle le fait maintenant. La nuit était déjà bien avancée lorsque la protagoniste s'est réveillée dans son lit confortable sous les rayons de la lune. Ouvrant la fenêtre et regardant le ciel nocturne, elle se demanda si Zéphyr était rentré sain et sauf, car elle s'inquiétait d'être retrouvée. La jeune fille commença également à se rappeler qu'elle s'était endormie en plein milieu d'une conversation au cours de laquelle il parlait de la façon dont Anya, qui était le chef de l'Église, et Jamil, qui s'occupait de la paix du monde souterrain, prenaient tous les deux des notes détaillées sur l'escouade qui combattait Kunterna à la fois. Avant sa mort, Anya a raconté quelque chose d'intéressant lors d'une confession, et les mémoires de confession dont le protagoniste a entendu parler pendant la journée sont justement des documents de ce type, et lorsque les mémoires de Jamil ont été découverts, il y a eu quelque chose de similaire là aussi. En effet, la confession de Anya est un message vocal enregistré. Ce qu'Elkinas a entendu n'a apparemment pas été révélé au grand public et n'a été dit qu'à lui seul. Et les mémoires de Jamil décrivent en détail la randonnée vers le dragon démoniaque. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont été divisés en plusieurs parties et vendus sur le marché noir pour une somme impressionnante, ainsi que Jamil elle-même, laissant aux factions et aux familles une fortune telle qu'ils peuvent vivre heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Et il est probable que les journaux soient utilisés par de fausses arènes envoyées par la famille impériale. Après avoir entendu cela, la protagoniste a été un peu surprise par l'acte de Jamil, le considérant comme incroyable, puisqu'elle a elle-même vendu ses journaux intimes et laissé un héritage, et elle a également considéré Anya comme incroyable, puisque cette petite fille est devenue le chef de l'Église. À ce moment-là,
Elle s'est souvenue d'un moment de sa vie où elle a rencontré Haniye, qui s'est approché de la protagoniste et a été très surpris qu'elle en sache autant sur la nature, a convenu la jeune fille, ajoutant qu'elle avait également été surprise par le nombre de prières que Haniye connaissait. Un peu gênée, la jeune fille explique qu'elle les a apprises au monastère depuis qu'elle est toute petite, ce à quoi Aren répond en souriant qu'elle aussi a appris quelques prières lorsqu'elle était petite avec sa mère. Elle invita également Haniye à prendre le thé avec elle à l'avenir, ce qui surprit un peu la jeune fille qui pensait que la magicienne ne buvait du thé qu'avec le guerrier. Cependant, Arena lui a expliqué qu'Elkinas buvait toujours tout d'un trait et s'asseyait avec une tasse vide. En regardant également la colline, ils remarquèrent le guerrier et Jamil, qui comme d'habitude étaient ensemble, et les héros ne comprenaient pas pourquoi, depuis peu, ils commençaient à disparaître ensemble. Revenons au personnage principal qui regarde calmement le ciel nocturne. Je ne sais pas pourquoi elle a eu un sentiment si étrange à ce moment-là, comme si on lui enlevait son meilleur ami. Soudain, elle a senti quelque chose d'étrange. Et elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un brouillard normal ou de cendres, mais après un moment, elle a immédiatement réalisé qu'il s'agissait à nouveau de l'énergie sinistre. Et en se concentrant, elle a réalisé que cela semblait avoir un but, car toute l'énergie se déplaçait dans une seule direction, à savoir vers le côté de Rinti. La jeune fille était paniquée et ne savait même pas ce qu'elle faisait, car il était trop tard pour courir. Elle a donc compris qu'elle n'avait qu'un seul moyen de s'en sortir et a commencé à utiliser sa magie en criant pour que quelqu'un apparaisse. Soudain, un esprit vert sortit d'elle, qui regarda la jeune fille et déclara qu'Arena l'avait à nouveau invoquée en utilisant le sceau. De plus, l'esprit a dit plusieurs fois à propos de la fille que la conscription sans contrat peut affecter la force de leur lien, mais Aren s'est excusée auprès de l'esprit dont le nom est Eiri et a promis que la prochaine fois, elle fera certainement un contrat avec le Ventus et l'enrôlera normalement. Cependant, l'esprit doit d'abord conduire Aren à l'aile Est. Ce que l'esprit fait, bien sûr, Eiri est très en colère contre les actions d'Aren et déclare que c'est vraiment la dernière fois, car son corps a changé, mais son insouciance est toujours là. Cependant, Aren s'excuse à nouveau et déclare qu'elle est vraiment désolée pour cela. En entrant dans la pièce, la protagoniste a commencé à penser que, bien que le soleil se soit levé et que la lumière ait pénétré dans la pièce, celle-ci était anormalement sombre. Elle a donc immédiatement supposé que cela pouvait avoir un rapport avec les créatures obscures, qui sont comme des moucherons gênants qui ne se sont pas encore transformés en démons. Ces créatures sont si faibles que même une personne normale peut facilement les repousser, parce qu'ils se rassemblent instinctivement et ont l'habitude de former un énorme organisme solide, agrandi. Ils absorbent les forces vitales de la personne et sont remplis d'énergie magique. Puis Arena a commencé à appeler Rinti. Je veux dire, il devrait aller bien. Soudain, elle s'est retournée et a vu une lumière très semblable à celle qui vient de l'arbre du monde. Elle a également retrouvé le bébé qui reposait paisiblement dans son berceau et l'a pris dans ses bras. Elle s'est réjouie d'avoir placé les feuilles de l'arbre du monde à côté du berceau et dans les vêtements de Rinti, et c'est grâce à elle que la créature sombre n'a pas pu s'approcher de lui. La jeune fille remarqua également que la feuille s'était ratatinée, ce qui signifiait que s'il s'agissait d'un pouvoir capable de souiller, ne serait-ce que légèrement les feuilles de l'arbre-monde, il faudrait au moins un démon plus élevé que Barak, ce qui signifiait que le démon de haut rang avait été purifié par l'énergie de l'arbre-monde et qu'il avait disparu. Les créatures obscures ont réagi à l'énergie qu'il a laissée derrière lui et se sont accumulées ici, mais Aren se rend compte que ce n'est qu'une supposition. Mais une chose est sûre, quelqu'un s'en prend à Rinti. Tenant cette feuille dans ses mains, la locataire commença même à penser à conclure le contrat depuis qu'elle avait cette feuille, car elle devait aussi se débarrasser des créatures restantes. De plus, c'est un esprit maintenant, et il peut être très utile. Alors elle commença immédiatement à invoquer l'esprit. Au bout d'un moment, un esprit de feu est apparu devant les héros, qui était en fait le roi des esprits de feu, et qui s'appelait Ignis. L'esprit a immédiatement remarqué que pendant le temps où il n'avait pas vu Aren, son énergie était devenue similaire à celle de l'ancienne forêt. À ce moment-là, la fille a salué l'esprit avec excitation, en disant qu'elle ne pensait même pas qu'ils étaient de nouveau ensemble. Elle a aussi immédiatement demandé comment il allait. Ignis répond que lui et les autres s'entendent bien, que lorsqu'il regarde le personnage principal, il se souvient immédiatement de l'époque blanche
et que l'esprit est très intéressé par le type d'enfant qui se trouve dans les mains de la jeune fille et par le fait de savoir s'il est son enfant. Ce qui surprit un peu la jeune fille, qui répondit immédiatement que ce n'était certainement pas son enfant et qu'elle ne faisait que le surveiller, ce qui fit rire un peu Damon, qui pensait que 100 ans suffisaient pour faire revivre et fonder une nouvelle famille, mais apparemment il se trompait lourdement. À ce moment-là, Aren l'interrompt immédiatement, le remerciant d'avoir visité l'endroit, ainsi que le méchant dans sa main à l'esprit. Elle lui demande s'il est d'accord et prêt à l'honorer en renégociant le contrat avec elle, ce qu'Ignis accepte immédiatement. Il peut faire étalage de ses pouvoirs autant qu'il le souhaite, et il est impatient de découvrir à quel point il sera plus puissant cette fois-ci, ayant obtenu un corps plus solide que le précédent. Ce qui convainc une fois de plus la jeune fille qu'Ignis est tout aussi obsédée par la victoire et les défis. Soudain, des symboles étranges sont apparus à la place du sol, et l'esprit a commencé à demander le nom de la personne qui contractait avec lui, et Aren a été forcé de dire son nom. Il félicita la jeune fille en disant qu'elle serait le seul lanceur de sorts de ce monde à avoir passé un contrat avec un roi des esprits 2 fois de suite. Et Ignis commença immédiatement à se réjouir, car c'était la première fois depuis longtemps qu'il ressentait une énergie aussi brillante. Levant lui aussi fièrement la tête, Ignis a immédiatement compris que le protagoniste l'avait appelé pour se débarrasser des créatures sombres qui remplissèrent la pièce. La jeune fille a accepté, et le démon a immédiatement commencé à détruire ses hôtes indésirables. En raison de la présence d'une héroïne très dangereuse, elle a décidé de mettre Rinty à terre pour un moment, mais elle a remarqué quelque chose d'étrange dans le coin. En s'approchant d'elle, elle réalisa immédiatement que la servante qui s'occupait de Rinty la nuit s'était endormie parce que les créatures des ténèbres l'avaient privée de son énergie. En lui prenant la main, j'ai pris le pouls de la servante et j'ai constaté qu'elle n'avait heureusement pas de blessure grave et que son corps était juste un peu plus froid. En se retournant, elle demanda à l'esprit de revenir vers elle lorsqu'il aurait terminé son travail afin de réchauffer un peu la personne. Soudain, l'héroïne remarqua un Dark Sazan qui pouvait encore s'échapper et elle commença à s'en approcher lentement. Je veux dire que ces créatures peuvent se cacher dans n'importe quel endroit sombre et qu'elle ne doit rater personne, car il y aura de gros problèmes à l'avenir. Mais cette créature a été tuée par une épée. Lorsque la protagoniste a regardé cette épée, elle a immédiatement compris qu'il s'agissait de l'épée sacrée du guerrier Kelfin, et si elle est ici, c'est qu'il y a probablement quelqu'un d'autre ici. En levant les yeux, elle vit Elkinas qui regardait la jeune fille d'un air sévère en tenant l'épée dans ses mains. L'homme était un peu perplexe et ne comprenait pas ce qu'Adèle faisait ici. C'est un peu incroyable pour la jeune fille, et elle a répondu avec inquiétude que puisqu'elle était une nounou, elle accomplissait des tâches de nounou, et à ce moment-là, dans son esprit, elle a demandé à l'esprit de revenir. Cependant, l'homme n'a pas compris quel genre de fonction a la nounou, car il ressent dans toute l'aile est une étrange énergie couplée à des traces de pouvoir. En corrélation avec le niveau du roi des esprits, toutes les filles sont d'accord pour dire qu'après ces paroles, elle a elle-même semblé, et elle a dit une fois de plus qu'en fait, tout va bien. Elle s'est également approchée de l'enfant et a demandé à l'homme de le regarder, car il allait bien et n'était pas blessé. Elkinas demanda soudain à la jeune fille si elle allait bien, ce qui l'a surpris un peu, car elle ne pensait pas que le guerrier s'inquiéterait pour elle, puisqu'hier encore il était prêt à la découper en morceaux. Soudain, l'homme a dit que puisque tout le monde allait bien, il proposait de clore ce sujet et attendait un rapport sur le reste pendant le petit déjeuner, ce qui a un peu surpris Aren et elle a commencé à s'inquiéter. En retournant dans sa chambre, elle ne pensait même pas prendre son petit déjeuner avec Elkinas, mais elle a beaucoup apprécié de pouvoir enfin passer du temps avec son vieil ami.